Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Michèle Cusneau, vice-présidente de la Vigie de l'eau, l'association qui organise ce visio-chat autour de la modélisation au service de la gestion de l'eau. Alors, quelques mots déjà sur ce qu'est la Vigie de l'eau. C'est une association indépendante de culture scientifique et d'éducation à l'environnement et au développement durable, dont le siège est à Vittel, mais qui agit principalement en Lorraine. Le visio-chat est organisé grâce à l'appui du rectorat de Montpellier, donc je suppose que vous voyez Frédéric Voilet, qui pourra se présenter, et puis l'intervenante, la scientifique avec laquelle vous allez dialoguer, c'est Delphine Lénard, qui est une directrice de recherche de l'INRA et qui est basée dans les environs de Toulouse. Bonjour à tous, je suis Frédéric Voilet, je suis professeur agrégé de sciences de la vie et de la terre à l'origine, mais je suis détaché auprès des recteurs de cette académie depuis de nombreuses années sur l'accompagnement et l'impulsion des politiques numériques dans l'éducation. Voilà, et donc on a construit ici à Montpellier et on porte et on fait vivre un pôle académique de visioconférence avec une dizaine de collègues enseignants. Et on déploie sur cette technologie que vous mobilisez aujourd'hui pour vous mettre en relation avec Delphine Lénard. Voilà, et donc on accompagne depuis de nombreuses années la Vigie de l'eau sur un programme d'échange qu'on a baptisé, qui est baptisé VisioChat, voilà, et dont vous allez bénéficier aujourd'hui. Moi, je suis Madame Benoît, enseignante en agronomie et référent agroécologie. Donc, je fais partie donc de l'école d'horticulture et de paysage de Reville-aux-Chênes. Cette année, donc, on a décidé de faire participer deux classes. Donc, il y a une classe de BTS production horticole en deuxième année qui avait déjà participé l'année précédente. Donc, c'était sur le microbiome. C'était une très bonne expérience pour eux, donc on est content qu'ils y participent à nouveau. Et puis, c'est quand même un partage privilégié avec le supérieur, donc avec un chercheur. Et c'est vrai qu'on a aussi à Reville-aux-Chênes des licences professionnelles en aménagement. Donc, je pense que c'était aussi intéressant qu'ils puissent participer à ces échanges. La thématique qui est proposée, comme l'année dernière d'ailleurs, ce sont des problématiques qui sont en lien avec l'agroécologie. Donc, comme je suis référent agroécologie, voilà, je voulais aussi leur préciser que c'est un intérêt aussi pour cette transition, et on a pas mal de questions par rapport au changement climatique, au mode de gestion qu'il va falloir peut-être suivre. Je pense que dans leur futur métier, ils auront toutes ces questions à poser. Et c'est intéressant d'avoir le point de vue de la recherche, justement, pour pouvoir répondre à ces enjeux. Voilà, merci par avance. Je suis Delphine Lénard. Je suis directrice de recherche donc à l'INRA, à Toulouse. Et je travaille sur la gestion quantitative de l'eau à l'échelle des territoires, et en utilisant la modélisation. Et donc, ce qu'on m'a demandé aujourd'hui, c'était de faire une présentation qui était très axée sur la modélisation, peut-être un peu trop par rapport aux questions que j'ai entendues. Enfin, bon, de toute façon, ça n'empêchera pas de poser les questions que vous voulez après. Je vais vous parler de modélisation pour la gestion de l'eau. Je vais commencer par c'est vous expliquer ce qu'est un modèle, puis après parler plus de gestion de l'eau, et puis enfin comment la modélisation peut servir à la gestion de l'eau. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un modèle ? Alors, vous connaissez les modèles des peintres. Vous connaissez aussi les modèles qui présentent la mode, les vêtements. Bon, c'est pas ça. C'est pas non plus un modèle qui est quelque chose sur lequel on va copier ou s'appuyer pour faire, par exemple, son CV. Donc, je vais pas vous parler de ces modèles-là. Je vais vous parler plutôt de modèles de type mathématique, comme vous avez un exemple là sur la droite de la diapo, qui est une représentation là de la masse corporelle de petits rongeurs en fonction de leur âge.
Donc, si on regarde, donc ce modèle mathématique, c'est cette courbe en noir qui est finalement une représentation schématique de la réalité. La réalité, elle est observée et c'est l'observation, ce sont ces valeurs, ces petits points rouges qu'on voit. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'un modèle mathématique, cette courbe en noir, elle est finalement, c'est une réalité fausse. Enfin, c'est une représentation fausse de la réalité qui est décrite par une équation que vous voyez à l'écran, mais elle est quand même utile puisque, par exemple, sur des portions de la courbe où on n'a pas de valeur de point rouge, on peut quand même intuiter quelle est la valeur de y pour une certaine valeur de x. Par exemple, ici, aux alentours de 45 jours, on peut savoir que la masse corporelle est aux environs de 300 grammes. Alors, c'est environ, c'est pas tout à fait exact, mais c'est quand même utile de savoir d'avoir cette valeur-là. Donc, un modèle, c'est finalement une boîte qui, en général, on parle de boîte noire. Là, je ne l'ai pas mise en noir parce que je veux vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, et dedans, il y a cette équation qui représente cette courbe noire qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est une boîte à laquelle on donne en entrée une valeur de x, ici x1, et à la sortie de cette boîte, les sorties du modèle, ça va être la valeur de y, qui est y1, qui est la valeur de y au point x1. Là, c'est un modèle qui est relativement simple parce que c'est un modèle avec une équation, même si cette équation n'est pas si simple que ça. Mais quelquefois, on a un enchaînement d'équations qui sont plus ou moins complexes. Et on peut avoir aussi des formalismes un peu différents d'équations, qui sont des formalismes sous forme de règles de décision. Ici, par exemple, je vous ai mis la règle de décision qui consiste à dire que si la pluie est inférieure à X millimètres, alors je vais apporter une dose d'irrigation de Y millimètres. J'ai oublié l'unité. Voilà. Alors, si on revient encore sur le modèle, donc on peut avoir des équations qui vont représenter des processus biologiques, chimiques ou physiques. Ici, par exemple, l'exemple, c'est l'indice foliaire. C'est une fonction, enfin, cette équation représente l'indice foliaire en fonction de la température. Donc, en entrée, on a la température, et en sortie, on a l'indice foliaire. Alors, l'indice foliaire, c'est en fait le développement du feuillage de la culture. Donc, c'est une fonction de la température, du temps aussi, bien sûr, mais des sommes de température. Et ça représente en fait cette courbe noire qui est représentée schématiquement autour de la plante qui pousse. Ça redescend à la fin puisque la plante meurt. Donc dans le deuxième exemple, c'est ces règles de décision qui constituent le modèle, qui représentent souvent des comportements humains. Ici, en l'occurrence, c'est le comportement de l'irrigant. Donc on a déjà vu ça. Et on peut avoir des modèles qu'on appelle des modèles intégrés parce qu'ils intègrent plusieurs processus. Alors ici, j'en intègre deux, c'est-à-dire le comportement de l'agriculteur et puis la croissance de la plante. Par exemple, là, tout à l'heure, je vous avais donné un comportement qui était relativement simple. S'il pleut tant, alors j'irrigue. Ça peut être s'il pleut tant et que la culture a atteint un certain stade, alors j'irrigue. Voilà. Alors, évidemment, là, je vous avais montré les équations ou les formalismes. Tout ça, ça se fait au travers de code informatique.
Donc ces processus sont traduits sous forme numérique, simulés par l'ordinateur, et donc dans les modèles peuvent être associés à côté de ces codes informatiques des bases de données qui permettent de renseigner certains paramètres. Par exemple, si on a une équation qui est le y égale ax plus b, qu'on veut appliquer cette équation pour plusieurs plantes ou plusieurs sites d'études, les valeurs de A et les valeurs de B vont pouvoir varier. Et dans ce cas-là, on va aller piocher dans une base de données pour avoir ces valeurs. Donc on peut avoir à l'intérieur du modèle des choses qui sont relativement complexes. Voilà, donc la question maintenant, ça va être bon, quel processus on va intégrer pour la gestion de l'eau. Je ne vais pas y répondre tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous parler un peu de gestion de l'eau. Donc déjà, pourquoi on veut gérer l'eau? Quels sont finalement les enjeux? Alors il y a un enjeu que vous connaissez certainement très bien, qui est l'enjeu de la qualité de l'eau au robinet, avec quelquefois des problèmes de teneur en nitrate, en pesticides ou en d'autres éléments qui sont trop importantes, avec des effets qui peuvent avoir des conséquences sur les littoraux, par exemple avec les problèmes développement d'algues vertes en Bretagne, qu'on connaît bien. Et on voit sur la carte qui est en bas à gauche que ces problèmes de qualité de l'eau, ils sont très largement répandus en France, avec des communes classées en zone vulnérable. Donc c'est vraiment un enjeu très important. Un deuxième enjeu, c'est par exemple les problèmes d'érosion et de coulées boueuses, avec des images là qui correspondent à des événements en Pays de Caux, donc en Normandie, mais c'est loin d'être un problème restreint à la Normandie. Il y en a un peu partout. C'est des problèmes de sols qui sont assez limoneux et qui sont susceptibles de s'éroder avec des pratiques agricoles qui favorisent cette érosion et qui peuvent amener à des coulées boueuses qui peuvent être dramatiques dans certaines communes, auprès des habitations. Un dernier enjeu le dernier de ma liste en tout cas, qui est celui de la pénurie d'eau, avec des problèmes de sécheresse, des rivières qui sont à sec, là où on voit des personnes qui peuvent traverser la rivière à pied sec, ce qui n'est pas normal, et enfin en tout cas dans certaines zones. Et puis des barrages. Donc là ici vous voyez un barrage qui est complètement à sec en 2003. Donc on s'aperçoit à peine que c'est un barrage. Et ces problèmes de pénurie d'eau sont également assez récurrents sur certaines zones. Sur cette carte que je vous présente, là, vous voyez le quart sud-ouest de la France, c'est le bassin Adour-Garonne. Et toutes les zones en rouge sont des zones sur lesquelles il y a très souvent des restrictions en eau, voire des interdictions totales, parce que les débits d'eau passent trop souvent en dessous des normes. Voilà. Pour avancer et comprendre bien les questions de gestion de l'eau, on peut distinguer l'eau verte de l'eau bleue. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette terminologie qui est assez récente, mais je vais donc vous l'expliquer. L'eau verte, c'est l'eau du système sol-plante. Alors, les processus qui sont associés à l'eau verte, vous les connaissez, c'est l'infiltration de l'eau de pluie et de l'irrigation dans le sol, et cette eau qui va être utilisée par les végétaux pour être transpirée, mais il peut y avoir aussi de l'évaporation directement du sol. L'évaporation et la transpiration, ça donne l'évapotranspiration.
Le sol donc peut être alimenté en eau de pluie d'irrigation, mais aussi par des remontées capillaires. Et il peut y avoir des sorties du système sol-plante par ruissellement en surface ou par drainage en profondeur. De l'autre côté, il y a l'eau bleue. Alors l'eau bleue, c'est l'eau des hydrosystèmes, l'eau des cours d'eau, l'eau des nappes. Donc on va la représenter sur ce schéma. On voit les rivières, on voit les nappes. Donc on retrouve évidemment la question de la pluie qui rentre et puis de l'évapotranspiration sur ce schéma. Mais voilà, on est en limite. D'ailleurs, il y a un passage d'eau bleue à eau verte quand on passe par irrigation, par la pluie, c'est de l'eau bleue, mais bon, une fois qu'elle va rentrer dans le sol, elle devient verte. L'irrigation, quand on prélève dans les cours d'eau, dans les nappes, c'est de l'eau bleue, mais quand elle arrive dans le sol, pour la plante, ça devient de l'eau verte. Et inversement, l'eau verte, l'eau du sol qui draine, c'est de l'eau verte qui devient bleue parce qu'elle repasse dans les hydrosystèmes. Alors on peut gérer l'eau en actionnant des leviers et on va par exemple gérer l'eau verte en pouvant choisir ses variétés. Donc là il y a un schéma qui montre que par exemple en passant d'une variété précoce à d'une variété tardive à une variété précoce, on va décaler le pic ou la période critique dans le temps, qui est en général la floraison. Donc ça, elle va être avancée dans le temps. Et si la période critique en point de vue disponibilité en eau pour la plante est celle-ci, en choisissant une variété plus précoce, on va permettre à la floraison de passer avant la période critique. De la même façon, on peut éviter cette période critique en décalant les semis, en ayant des semis plus précoces. On peut éventuellement combiner les deux effets d'ailleurs. Une autre façon de gérer l'eau verte, c'est d'essayer de garder l'eau dans le sol en choisissant des travails de sol qui limitent l'évaporation, par exemple des mulch. À côté de l'eau verte, on peut regarder comment on va gérer l'eau bleue. Alors, la conduite de l'irrigation est à la limite eau verte ou bleue, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est en installant des dispositifs, des capteurs, on va pouvoir vérifier l'eau qui est dans le sol et éviter de prélever de l'eau qui n'est pas nécessaire pour l'irrigation. Un autre levier, c'est la mise en place de haies, de bandes enherbées qui vont permettre de capter l'eau qui va ruisseler et éviter que l'eau qui ruisselle ne pollue les cours d'eau, par exemple, ou ça va retenir les sédiments également. Gérer l'eau bleue, c'est aussi gérer les lâchers de barrage. Et ça peut être aussi la prise de restrictions ou d'interdiction d'irriguer. Donc, comme vous voyez ici, la gestion de l'eau, c'est avant tout des décisions d'agriculteurs. Décider de choisir telle ou telle variété, tel itinéraire technique, travailler le sol comme ci, comme ça. Et c'est aussi des décisions de gestionnaires. La mise en place de haies, de fossés, c'est pas toujours le choix de l'agriculteur, c'est quelquefois des choses coordonnées au niveau d'une collectivité territoriale, par exemple. La gestion des barrages, c'est un gestionnaire de l'eau. Et les prises de restrictions ou d'interdiction d'irriguer, c'est des décisions administratives par le préfet, par exemple. Donc, c'était important là de dire qu'il y avait donc ces questions de décision. Et c'est pas uniquement la gestion de l'eau, c'est pas uniquement une question de processus physique, mais aussi des questions de décision.
Et là, je vais vous expliquer ça et vous illustrer cette imbrication entre processus biophysique et processus décisionnel dans l'exemple de la gestion quantitative de l'eau en période d'étiage, c'est-à-dire en période de manque d'eau dans les rivières. Donc on va commencer par la croissance de la plante. Donc la plante pousse avec des besoins en eau qui sont différents, et à un moment donné, l'agriculteur va avoir besoin d'irriguer cette plante, mais il a déjà l'agriculteur, il a d'autres décisions à prendre, hein, qui sont pas seulement les décisions d'irrigation. Il a ses décisions de choix d'assolement, et donc comment il va organiser ses choix de culture sur les différentes parcelles, quelles sont celles qui vont irriguer, avec quoi il va irriguer, quel est son matériel, et quand est-ce qu'il va irriguer en fonction du temps qu'il fait. Voilà. Donc ça, c'est ça représente un peu les processus décisionnels de l'agriculteur. À côté de ça, on a des cours d'eau, un hydrosystème. On peut avoir aussi des réservoirs d'eau qui sont là, qui vont donc être la ressource en eau dans laquelle va pouvoir puiser l'agriculteur. Il peut décider, par exemple, de prélever dans la rivière pour irriguer sa culture à un moment donné. Si il irrigue, enfin, la rivière à un moment donné peut avoir un débit qui va passer en dessous de ce qu'on appelle le débit objectif d'étiage, qui est une norme que regarde la police de l'eau pour savoir s'il faut mettre en place des restrictions, et que regardent aussi les gestionnaires de l'eau parce qu'ils ont des obligations de respect de débit qui soit au-dessus du débit objectif d'étiage. Et dans ce cas-là, il y a des individus, alors c'est la police de l'eau ou le gestionnaire qui va décider soit de déstocker de l'eau des barrages. L'image a changé, mais elle est quand même encore fixe. Allô? Donc, il y a des... donc, le gestionnaire va soit proposer de déstocker de l'eau des barrages, ou si la situation est vraiment critique, qu'il y a peut-être, par exemple, plus assez d'eau dans les barrages, le préfet peut arriver et soit prendre un arrêté de restriction en eau, soit un arrêté d'interdiction. Et dans ce cas-là, ça va avoir un effet effectivement sur l'agriculteur qui va ne plus pouvoir prélever dans la rivière, dans le cours d'eau qui est à proximité. Et s'il a une retenue d'eau, il peut décider d'irriguer au travers à partir de sa retenue. La retenue, elle est remplie elle peut être remplie à partir du cours d'eau. En général, ça se fait pas en période d'étiage, ça se fait en période hivernale, et en tout cas, c'est ce qui est recommandé actuellement. Même on a obligation maintenant de développer des retenues qui sont forcément remplies en hiver et pas pendant la période d'étiage. Mais c'est un processus qui est également à représenter. Alors l'agriculteur, il n'est pas seul, il y a d'autres agriculteurs sur le territoire. Ces agriculteurs ont des interactions entre eux, donc il va peut-être falloir intégrer, prendre en compte, d'autant que ces agriculteurs prélèvent eux aussi, donc il peut y avoir des interactions entre les prélèvements de cet agriculteur et ceux de cet agriculteur. Quand les agriculteurs prélèvent quand cet agriculteur qui prélève d'une ressource, peut-être que c'est une ressource qui est partagée avec d'autres agriculteurs. Bref, quand on représente une situation de gestion quantitative de l'eau sur un territoire, on a quand même beaucoup de choses à représenter parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs, donc multiplicité d'acteurs avec leur multiplicité de parcelles, avec des cultures très différentes.
et puis des acteurs d'un autre type qui interagissent avec tout cela. Voilà, donc ça c'était pour vous dire que c'était complexe et que donc quand on essaye de mettre tous ces processus dans un modèle comme celui qui est présenté ici, le modèle Maëlia, ça fait un modèle qui est assez complexe et dans lequel on va finalement séparer on va le séparer en différents compartiments pour ne serait-ce que pour le présenter. Donc on voit qu'il y a un compartiment qui va représenter le système hydrologique avec des processus hydrologiques qui sont représentés au travers d'un modèle qu'on appelle SWOT, un sous-modèle si on veut. Et puis il y a des bases de données qui vont décrire où sont les cours d'eau, les nappes, les retenues, les points de prélèvement, etc. À côté de ça, on a le modèle qui va représenter le système agricole, qui va représenter finalement le fonctionnement de l'ensemble des agriculteurs, avec leurs parcelles, leur matériel, les plantes qui poussent dessus. Donc il y a un modèle particulier qui va représenter la croissance de la culture. Par exemple, là, on a un modèle Ag-Yield pour les grandes cultures, HerbSim pour les prairies. Voilà, et on va représenter donc les matériels d'irrigation, les séquences de culture, les modes de conduite, tout ça dans des bases de données spatialisées qui vont représenter l'ensemble du territoire. Et enfin, on a un troisième bloc qui est celui de la gestion collective de l'eau, qui en fait représente les décisions de gestion de l'eau par des gestionnaires qui ne sont pas les agriculteurs. Donc ça va représenter aussi où sont les points DOE, quelles sont les unités de gestion et de volume prélevables, les zones et secteurs administratifs d'arrêté de sécheresse. Et bien sûr, le comportement de ce qu'on a appelé l'agent barrage et l'agent préfet, donc les gestionnaires. Dans ce modèle-là, il y a d'autres usages, l'usage eau potable et eau industrielle qui est représenté, mais de manière beaucoup plus simplifiée, parce qu'on a développé le modèle essentiellement essentiellement sur des territoires ruraux. C'est un exemple assez simple où on va essayer de représenter dans un modèle. Ce qu'on veut représenter dans le modèle, c'est en fait le comportement de l'agriculteur qui va irriguer et qui a décidé qu'il allait irriguer quand le sol était sec. Donc on va intégrer dans notre modèle en fait un modèle de bilan hydrique qui va calculer chaque jour l'humidité du sol. Donc avec aussi éventuellement une base de données qui va renseigner le sol et la culture. Donc c'est un modèle qui va utiliser en entrée la pluie, la température, le vent, l'humidité de l'air, et puis qui va sortir l'humidité du sol. Et donc l'humidité du sol, c'est cette courbe bleu clair. Et donc chaque fois qu'elle passe trop bas, hop, on va piloter et décider d'une irrigation qui est cette barre en bleu foncé. Donc on va avoir une sortie qui est l'évolution de l'eau dans le sol et puis le déclenchement des différentes irrigations. Donc dans ce modèle-là, on va mettre un modèle de bilan hydrique. J'avais une diapo juste avant qui était pour dire que ce qu'on représentait, c'était la décision de l'agriculteur qui irriguait quand le sol était sec. Donc on met le bilan hydrique dans notre modèle avec une base de données qui va décrire les sols et les cultures. En entrée, on a la pluie, la température, le vent, l'humidité de l'air, et en sortie, l'humidité du sol. Et cette humidité du sol va nous déclencher et permettre de décider quelles sont les irrigations. Alors, ce type d'outil, le modèle de bilan hydrique, peut permettre aussi d'anticiper les changements d'irrigation. Par exemple, on peut utiliser ce type de modèle pour savoir quels seraient les besoins en eau pour l'irrigation si
par exemple, il pleuvait moins ou s'il faisait plus chaud. Donc, en fait, dans des conditions de changement climatique. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va baisser le niveau des pluies, augmenter les températures, ou utiliser des séries climatiques qui sont celles qui représentent le climat futur, et on va regarder en sortie comment varie l'humidité et donc comment varie l'irrigation ou les besoins d'irrigation. Voilà. En fait, les modèles, si on regarde cette flèche là qui représente le temps, si on se situe aujourd'hui, on va pouvoir utiliser les modèles pour piloter. Alors ça peut être l'irrigation à la parcelle ou les lâchers d'eau si on se situe au niveau du territoire. On peut utiliser le modèle pour comprendre le passé, pour faire ce qu'on appelle du diagnostic. Et par exemple, pour regarder quelles sont les zones qui sont responsables de la faible qualité de l'eau ou de crises quantitatives, qui est des combinaisons sol-culture qui font faire que le débit, à un moment donné, est inférieur au débit objectif d'étiage. Et on va pouvoir aussi utiliser les modèles pour anticiper, comme je vous le disais à l'instant, l'impact, par exemple, du changement climatique sur un tas de choses, le niveau des ressources en eau, la qualité de l'eau, l'érosion, mais ça peut être aussi l'impact de modifications sur les territoires, des modifications qui peuvent concerner les modalités de gestion de l'eau, les systèmes de culture ou les structures paysagères, les haies ou les forêts, les fossés par exemple. Je vais terminer cet exposé en vous présentant deux exemples de travaux qu'on a fait ces dernières années. Donc le premier exemple, c'est quelque chose qu'on a travaillé dans le bassin aval de l'Aveyron, donc c'est dans le sud-ouest de la France, et on cherchait à savoir quels étaient les scénarios qui permettraient d'améliorer la situation du territoire qui est en manque chronique d'eau, donc systématiquement en déséquilibre hydrique. Donc pour cela, on a étudié 4 scénarios que je vais vous présenter et on a regardé leur impact grâce à ce modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est ce modèle intégré qui s'appelle Maelia, et on a regardé comment on pouvait mieux comprendre les processus en jeu et non seulement avoir cette connaissance du comportement biophysique du territoire, biophysique et pas seulement biophysique d'ailleurs, du comportement aussi des acteurs sur le territoire, et aussi comment on pouvait utiliser ces simulations informatiques pour faire dialoguer les principaux intéressés du territoire, c'est-à-dire les agriculteurs, les gestionnaires, les associations d'environnement, etc. Donc, je vais d'abord vous présenter les scénarios qui ont été simulés et évalués. Le premier, c'est le scénario de rotation culturelle qui représente 4000 hectares sur notre territoire. Donc, c'est un territoire qui fait environ 800 km². Là, le territoire, vous le voyez, là, il est représenté de manière très schématique. Là, à l'aval, vous avez une ville qui s'appelle Montauban. Là, vous avez l'Aveyron. Et puis, des affluents, des petits affluents de l'Aveyron. Et on a représenté que pour l'exercice, là, les différentes cultures irriguées, monoculture de maïs, d'autres grandes cultures irriguées qui sont par exemple du soja et des vergers irrigués. Je voulais juste donc la première
Le premier scénario, c'est rotation culturelle. Donc l'idée, c'était de remplacer toutes les monocultures de maïs irrigué par des successions de plusieurs cultures diversifiées. Donc pas seulement du maïs, et toutes les cultures n'étaient pas irriguées. Le deuxième scénario, c'est un scénario qui consiste à réduire la sol irrigué, c'est-à-dire en remplacer les cultures irriguées qui sont proches des petits affluents. Là, on n'a pas touché aux cultures irriguées qui étaient proches de la rivière Aveyron, mais juste celles qui étaient en amont, dans des endroits où les petits affluents sont susceptibles d'être à sec. Donc on a remplacé ces cultures irriguées par des cultures en sec, et à certains moments, on a même remplacé par de la prairie. Troisième scénario, c'est le scénario d'une irrigation théorique, c'est-à-dire une gestion de l'irrigation par des capteurs et par des outils d'aide à la décision. Donc là, ça consiste à piloter toutes les parcelles irriguées par ces outils d'aide à la décision. Et le dernier scénario, c'est un scénario de concentration des capacités de stockage. C'est-à-dire que là où on a des petites retenues, que vous voyez ici, plus ou moins grosses, enfin certaines un peu plus grosses que d'autres, mais beaucoup de petites, et il y en a énormément sur le bassin aval de l'Aveyron, on a décidé de les remplacer par uniquement 3 grosses retenues, donc qui sont collectives. Et toutes les parcelles vont piocher, chercher l'eau dans ces grosses retenues et ne pompent plus dans les rivières. Voilà, donc c'est des scénarios qui sont évidemment très poussés à l'extrême, qui ne sont pas réalistes, mais qui permettent de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur le territoire, et qui étaient intéressantes pour discuter avec les acteurs, parce que c'était des scénarios sur lesquels ils voulaient apprendre des choses. Donc la première chose, c'est ce qu'on voulait justement apprendre de ces simulations. Et ce qu'on voit, c'est que le modèle va sortir un certain nombre d'indicateurs. Là, vous voyez, il va permettre de simuler les prélèvements d'eau dans la rivière, les volumes qui sont déstockés des barrages pour soutenir l'étiage des rivières, et aussi il va calculer le nombre de jours qui passent sous le débit objectif d'étiage, le débit moyen, combien est restitué au milieu, c'est-à-dire le drainage plus le ruissellement moins l'irrigation, les productions des grandes cultures, les rendements des grandes cultures et les marges brutes par hectare des grandes cultures. Alors là, c'est restreint aux grandes cultures parce qu'on n'était pas trop... on avait un modèle qui ne fonctionnait pas très bien pour l'arboriculture, par exemple. Donc on a produit des sorties de modèles pour la situation de référence, c'est-à-dire la situation hors scénario, et puis des valeurs aussi pour chacun des scénarios que vous retrouvez ici en colonne. Là, ils sont exprimés en différence par rapport à la situation de référence. Donc ce qu'on voit, par exemple, c'est que sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation dans la rivière, on a des comportements très différents entre les 3 premiers scénarios qui vont permettre de baisser les prélèvements, et le dernier scénario qui est sur les retenues, qui au contraire va permettre d'augmenter les prélèvements, parce que en fait les agriculteurs, les irrigants ne vont plus être contraints par le volume de leur petite retenue, ils vont tous piocher dans une grosse retenue, et donc finalement au bilan ça va augmenter les prélèvements. Ce qu'on voit aussi, c'est que par exemple sur ces 2 scénarios qui baissent les prélèvements, ils n'ont pas du tout le même effet en termes de production. La production va être largement pénalisée avec
le scénario sur les rotations, tandis que sur le pilotage de l'irrigation, on va avoir très peu de différence. Voilà, alors on peut représenter les sorties des modèles sous différentes formes, hein, pas seulement des moyennes, comme je viens de le faire, mais aussi représenter la variabilité interannuelle, ce qui est sous forme de courbe ou sous forme de ce qu'on appelle des boîtes à moustaches. Ce qu'on voit par exemple, c'est que ce scénario sur les retenues, il va satisfaire mieux la demande en eau des agriculteurs, mais il fait davantage varier la consommation d'une année sur l'autre. Il a une grande barre, on voit que ça passe de cet endroit-là, minimum, maximum, qui est très grand. Tandis que le scénario sur les rotations, hein, où on remplace les monocultures de maïs irriguées par des rotations, on va diminuer les besoins en eau d'irrigation et en réduisant la variabilité interannuelle. Donc ça peut avoir un intérêt face au changement climatique. On a présenté toutes ces sorties de modèles, excusez-moi, au travers de petits livrets d'indicateurs qu'on a proposés aux différents acteurs du territoire, et on a travaillé par atelier pour laisser les acteurs du territoire choisir les indicateurs qui les intéressaient et juger de ces scénarios. Ce qui nous a permis d'avoir finalement non pas une analyse qui est l'analyse du chercheur, mais l'analyse des acteurs du territoire sur ces différents scénarios. Alors on avait plusieurs groupes d'acteurs qui sont, si vous regardez là, enfin c'est écrit trop petit, mais chaque colonne est un groupe d'acteurs différents, et en ligne, vous avez différents critères d'évaluation. Alors les critères peuvent être spécifiés par différents indicateurs, et les indicateurs étaient choisis par les participants aux ateliers. Et ce qu'on voit, c'est par exemple que ce scénario sur la diversité des cultures, c'est le scénario qui est le plus apprécié. Et il y a beaucoup de vert, mais qui est assez débattu au plan économique. Il y a certains, sur la ligne économie, là, vous voyez qu'il y a certains groupes d'acteurs qui trouvent qu'il n'est pas bon du tout, et d'autres qui le voient au contraire comme très bon. Le scénario sur les outils d'aide à la décision, là, au contraire, c'est un scénario qui est très consensuel. Il n'y a pas de rouge du tout. Il n'y a aucun participant qui a trouvé que ce scénario était mauvais. Au pire, il ne change pas grand-chose. Les deux autres scénarios sont beaucoup moins appréciés, avec des compromis forts entre critères. Donc ces avis-là, ces jugements sur les scénarios ont été mis en débat lors d'une rencontre des différents groupes d'acteurs qui avaient été mobilisés, et ça nous a permis de discuter de ce que les acteurs sur le territoire considéraient comme des blocages et des choses inacceptables, et ce que d'autres, au contraire, et de discuter justement sur les leviers pour rendre acceptables certains scénarios. Et finalement, ce qu'on a proposé à l'issue de ce travail, c'est de gérer l'eau dans l'espace, c'est-à-dire de plutôt favoriser la création de retenues dans des zones en amont, très déconnectées, et de réserver les politiques d'économie d'eau sur les zones qui étaient très connectées au cours d'eau principal, pour que ça ait un effet sur les débits objectifs d'étiage. Et le deuxième exemple, c'est un exemple qui traite donc de ce problème des coulées boueuses dans le pays de Caux, qui a été fait par donc le problème, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a des leviers qui sont possibles. On peut gérer, essayer de limiter ces coulées boueuses en introduisant dans les paysages soit des bandes enherbées, soit des ouvrages de rétention, soit des haies qui permettent de capter les sédiments. Et pour
imaginer et essayer de trouver sur des territoires quelles pouvaient être les solutions à mettre en place et puis sensibiliser aussi les acteurs du territoire et notamment les agriculteurs, les collectivités locales au bien fondé de ces solutions qui sont basées sur les aménagements. Ce qui a été fait par une collègue d'une unité INRA de région parisienne, c'est de développer un jeu pour jouer des scénarios avec les acteurs du territoire. Donc cette fois-ci, c'est vraiment un jeu avec un plateau de jeu que vous voyez ici, qui représente le bassin versant avec toutes ces différentes parcelles, les différentes occupations du sol. Donc ce jeu de rôle s'appelle Ruisseau, on parle de son nom. Et chaque joueur va jouer soit un agriculteur, soit le maire, soit il y a d'autres cartes de jeu. Chacun joue un rôle et peut prendre des décisions d'implantation, soit des différents types d'aménagements que je vous ai présentés. Donc on va jouer des parties de jeu avec différents scénarios climatiques. Et à chaque partie de jeu, finalement, la situation qui a été choisie par les acteurs du territoire va être simulée par un modèle, qui est un modèle stream, et qui va représenter le ruissellement sur le territoire, en fait, les différents débits des différents cours d'eau et puis des différentes zones érosives, pour arriver finalement à montrer que certaines parcelles ou zones sont très fortement érodées ou pas du tout. Donc plus c'est rouge, plus il y a des dégâts importants et des dégâts qui sont représentés aussi en termes économiques. Donc du coup, à l'issue en constatant ce qui se passe sur le territoire en sortie de modèle, il y a des cartes avertissements qui sont proposées. Par exemple, celle-là, une interdiction, une fermeture provisoire du captage, mais il peut y en avoir d'autres. Et du coup, ça revient dans le jeu et les joueurs refont une partie suivante, une partie successive compte tenu de ces avertissements pour essayer d'améliorer le système. Donc c'est un jeu qui a été donc développé pour le Pays de Caux et qui a été joué plusieurs fois sur les territoires pour permettre une prise de conscience des enjeux liés à l'érosion. Voilà, je termine avec ça. C'est la fin de l'exposé. Donc, j'ai repris différents exemples qui sont des exemples aussi travaillés avec ou seulement par des collègues. Je ne suis pas toujours intervenue là-dedans. Donc, le modèle Maëlia a été développé par Olivier Théron qui est actuellement à Nancy. Le travail sur l'Aveyron aval, je le connais mieux et je l'ai développé avec une personne qui était en doctorat, qui s'appelle Sandrine Alain, qui est à l'IRSTER maintenant. Et puis le jeu d'eau ruisseau, c'est Véronique Soucher qui animera à Grignan. Est-ce que vous pouvez répéter ce que ça veut dire DOE? Ça veut dire débit objectif d'étiage. C'est une norme, c'est un débit qu'il faut absolument respecter pour, théoriquement en tout cas, c'est comme ça que c'est défini, permettre qu'il y ait tous les usages de l'eau. C'est-à-dire qu'il peut y avoir que l'usage pêche, eau potable, les écosystèmes aquatiques sont respectés, en plus de l'irrigation évidemment. Donc si on considère que quand la rivière a un débit qui est supérieur au débit objectif d'étiage, tous les usages de l'eau sont possibles. Bon, après, dans la réalité, ce qui se passe, c'est que la valeur de ce débit, elle a quelques bases scientifiques, mais elle est aussi largement négociée. Au niveau du DOE, donc débit objectif d'étiage, si je
comprend bien, en gros, c'est le débit minimal. Et du coup, une fois qu'on est en dessous de ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que chez nous, on a un lac, par exemple le lac de Pierre-Percé, mais là, il se vide, il se vide, et puis ça se remplit pas. Et si, imaginons qu'il arrive à sec, comment on gère le débit par la suite, quoi? Alors, en fait, il y a plusieurs normes. Le débit objectif d'étiage, c'est pas le débit, c'est le débit minimum qu'il faudrait avoir. Mais en fait, après, en dessous, il y a le débit d'alerte renforcé et le débit de crise. Donc, on a prévu en fait que ça pouvait aller bien plus bas que le débit objectif d'étiage. Et là, c'est un système qui est pour les rivières. Je connais pas assez bien le système pour les lacs et quels sont les niveaux, parce que ça, du coup, c'est des cotes, je suppose, d'alerte dans les lacs. Mais sur les rivières, en fait, souvent, donc quand on passe ces différents seuils, bon, normalement ça doit se déclencher au niveau DOE et on pas passer en dessous, mais souvent ça passe en dessous. On prend ces décisions qui sont décisions soit d'interdire d'irriguer, soit de restreindre l'irrigation, soit de lâcher de l'eau des barrages qui vont remettre de l'eau dans les rivières. Parce qu'on a des barrages en amont qui permettent du coup de remettre de l'eau, remettre du débit. Je sais pas si ça répond tout à fait à ta question. J'ai pas entendu. Et le micro a été coupé. Les barrages sont à sec, alors on fait comment? C'est un peu extrême, quoi. On peut plus rien faire. Normalement, oui. Si les barrages sont à sec, alors, en général, si les barrages sont à sec en début de saison, ça arrive que les barrages ne se soient pas remplis pendant l'hiver. Alors, ils sont en général pas à sec, mais pas suffisamment remplis. Il y a souvent des alertes, c'est-à-dire des avertissements auprès des agriculteurs pour qu'ils choisissent des cultures qui soient pas irriguées, parce que ils savent que de toute façon ils n'auront pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau dans les barrages, il y aura interdiction d'irrigation tout de suite. Donc il faut anticiper ça. Après, si ça arrive en cours de saison, mais normalement il y aura eu avant des interdictions et autrement il y a interdiction. Il n'y a pas d'autre chose. Et les interdictions, elles sont pas seulement sur l'irrigation, hein. Elles peuvent être sur les usages eau potable, mais avant c'est lavage de voitures, arrosage des jardins, etc. Vous avez parlé donc dans les solutions du premier exemple que vous avez donné de remplacement de culture, donc de transformer certaines cultures en prairies fleuries ou en autre chose, je sais plus. Mais moi, ça m'a fait un peu tiquer parce qu'en tant que futur producteur, si on prend ma terre et qu'on la transforme en prairie, je serais pas forcément d'accord. Mais est-ce que vous aviez prévu du coup des compensations économiques pour les agriculteurs à ce moment-là, ou il y avait d'autres idées qui étaient peut-être en travail? Alors, cet exercice-là, c'est un exercice de réflexion. C'est-à-dire, on se pose la question, et si on remplaçait ta terre que tu veux pas transformer en prairie, qu'est-ce que ça fait? Et après, donc cet exercice-là, c'était vraiment, et c'est là où j'ai dit, c'est un scénario qui est poussé à l'extrême et qui est pas réaliste, parce que effectivement, on transformait tout, on imposait les solutions de pilotage partout. Et ça, c'est pas réaliste. Mais ça permet de réfléchir. Ça revient à la question du modèle. Le modèle, il est faux, mais quand même, il est utile. Là, c'est des solutions qui sont pas forcément très réalistes, mais qui permettent de réfléchir et qui permettent de savoir de voir, par exemple, à quel moment ça bloque
notamment le dialogue entre les associations environnementales et les agriculteurs ou la profession agricole. Après, on a fait le même exercice avant même, on l'a fait une séquence d'avant avec un doctorant précédent. On l'avait fait en co-construisant les scénarios avec les gens du territoire. Et notamment avec les agriculteurs et par exemple, il y avait un scénario qui était remplacer le maïs irrigué par des successions de cultures, mais là, au lieu, comme c'était eux qui le construisaient, on voulait savoir dans quelles conditions il fallait réaliser les simulations, parce qu'on construit les scénarios, donc on est avec les gens du territoire, et ils nous racontent une histoire, quoi. Ils nous disent, ah ouais, ça serait bien de remplacer le maïs irrigué par une succession, et puis alors là, nous, pour arriver à utiliser le modèle derrière, on est obligé de leur demander, ah oui, mais alors, ce remplacement, cette succession, vous la mettez où? Sur le maïs irrigué, sur tous les maïs irrigués, sur le maïs et le soja irrigué? Bon, il faut préciser ça. Et vous le faites quand vous avez une sole, la sole de maïs, c'est sur toute la sole du maïs irrigué de votre exploitation ou seulement sur une partie, etc. Donc ça, on l'avait spécifié avec les agriculteurs et du coup, on arrive à des solutions qui sont beaucoup plus acceptables, comme ce que tu évoques. Mais en fait, on arrivait à des petits changements tout à fait à la marge. Par exemple, il proposait de remplacer le maïs irrigué par une succession maïs-blé sur seulement 20% de l'exploitation. Résultat, on avait toujours le même déficit hydrique du bassin, ou à peu de choses près, et on était loin de résorber le déficit. Et c'est pour ça que dans le deuxième temps, et pour arriver à mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain, on a utilisé des scénarios qui sont très différents, mais qui sont pas réalistes. Et notamment, par exemple, le scénario sur les retenues, créer des 3 retenues, effacer toutes les autres, ça suppose par exemple, de tirer des tuyaux d'un bout à l'autre du territoire pour que les gens puissent irriguer à partir de ces retenues. Ça, c'est absolument pas réaliste. Mais ça a permis quand même de réfléchir et de discuter. J'avais une question par rapport au scénario que vous avez proposé. Donc, pourquoi vous n'avez pas proposé un scénario sur l'augmentation de la matière organique dans les sols, par exemple? Enfin, on sait que voilà, la matière organique est liée directement à la quantité d'eau dans le sol. Pourquoi ce scénario-là n'est pas étudié, par exemple en corrélation avec l'opération 4 pour 1000, donc, qui vise à stocker le carbone dans les sols. Voilà. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Il y a dans l'exercice, l'exemple sur le bassin aval de l'Aveyron, je suppose que c'est celui-là dont vous parlez. C'était un exercice particulier, donc les scénarios ont été choisis par les acteurs de terrain. Donc ils ont choisi notamment un scénario sur les pratiques agroécologiques. Alors ça aurait pu être effectivement des pratiques de conservation des sols avec plus de matière organique dans les sols, moins de travail du sol. Mais nous, de notre côté, on avait à ce moment-là un modèle qui savait pas trop simuler cet effet-là sur l'eau. Ces processus n'étaient pas intégrés dans le modèle, donc on l'a pas pris. Et on était dans un exercice où on voulait, alors là ça rejoint une autre question qui était, on voulait traiter une question de recherche qui était de développer une méthode d'évaluation multicritères, multi-acteurs
de scénarios spatialisés. Donc, on n'avait pas forcément besoin d'avoir tous les scénarios d'intérêt pour l'exercice de recherche qu'on faisait. Mais ce travail-là, ce scénario-là, il est actuellement traité dans un autre projet il y a un scénario de non-travail du sol, agriculture de conservation des sols. Donc, qui est traité avec, d'ailleurs, ce même modèle Maelia, mais qui depuis a intégré d'autres fonctions. Alors, je suis quand même très étonnée parce que il y a quand même un mouvement de jeunes qui sont qu'on réagisse très très vite parce que c'est l'urgence climatique. Et je suis étonnée qu'ils vous aient pas posé la question, ou en tout cas vous dire que finalement, en tant que citoyen, on se dit que la recherche n'est qu'au stade de modélisation. Et ça pourrait quand même paraître inquiétant, puisque si on est dans la phase de modélisation, la phase d'action, elle va intervenir quand? Parce que justement, là, il y a un étudiant qui vous disait, s'il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est déjà le cas. On est par exemple, on est dans une région, nous, Grand Est, dans laquelle, traditionnellement, on est plutôt en phase, on a trop d'eau, on est en drainage sur les parcelles, et depuis quelques années, on observe des restrictions, des arrêtés préfectoraux, des restrictions d'eau. C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour nous, hein, ce qui n'est pas le cas bien sûr dans le bassin, je pense, dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que, je ne sais pas si vous faites des communications auprès du grand public, mais peut-être que le citoyen pourrait s'interroger. C'est pas une remise en question de la recherche, bien sûr, pas du tout. Non, la recherche n'en est pas que au niveau de la modélisation et rester à un stade de modélisation. Là, par contre, on m'a demandé de faire un exposé sur la modélisation pour la gestion de l'eau. Donc, j'ai axé ma présentation là-dessus. Au contraire, j'ai essayé de vous montrer comment la modélisation pouvait servir à l'action. En l'occurrence, c'est plus la concertation et l'action, elle doit venir des territoires, beaucoup, parce que c'est pas la recherche qui va prôner des choses et prescrire. Elle peut apporter sa connaissance et aider à la concertation et la réflexion. Et donc là, ce que j'ai montré, c'est que justement, la modélisation au travers de démarches participatives ou, et par exemple, de jeux de rôle peut arriver à aider la prise de décision sur les territoires. Après, il y a d'autres. Encore une fois, on n'est pas des bureaux d'études. On va pas remplacer la décision politique. La décision politique, ou la décision citoyenne, ou l'action citoyenne. Après, les chercheurs peuvent faire partie de ces comités de citoyens, mais ça, c'est un autre sujet. Après, donc je pense que j'ai pas entendu tout à fait l'ensemble de la question. Donc j'ai peut-être répondu qu'à une partie de la question. Non, c'était par rapport. Vous avez répondu à la question et il m'en venait une autre par rapport aux décisions politiques. Est-ce que vous avez votre place dans les décisions politiques? Est-ce que l'INRA est représentée? Alors bon, il y a la COP 23. Voilà, il y a quand même des enjeux en termes de climat. Oui, alors. Est-ce que l'INRA a son rôle vraiment à jouer? L'INRA qui va être bientôt INRAE en fusion avec l'IRSTEA a sa place dans un certain nombre d'organisations, par exemple sur les
Alors le COP23, je sais pas parce que moi j'y suis pas impliquée, mais sur la COP21, il y avait des chercheurs de l'INRA qui étaient, ça c'était qui ont participé à cette COP21. Il y a l'IRSTEA, donc il va faire partie de ce nouvel institut INRAE, a des missions de soutien aux politiques publiques. Et donc, ce nouvel institut qui va se constituer va avoir une direction d'appui aux politiques publiques. Et après, de manière ponctuelle, il y a certains chercheurs qui sont impliqués qui travaillent sur cet appui aux politiques publiques de manière directe ou indirecte. Sur la participation au GIEC, il y a des chercheurs de l'INRA qui en font partie aussi. Donc voilà, c'est l'INRA et donc l'INRAE après, c'est une multitude de métiers qui vont du chercheur qui est très 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 loin de l'action publique et à celui qui est très impliqué. Il y a vraiment tout le gradient. Dans le modèle que vous avez présenté, vous tenez compte des systèmes de culture. Est-ce que en faisant votre étude, vous avez constaté des changements de pratique justement? Est-ce qu'il y avait par exemple de l'agroforesterie, peut-être des cultures associées? Est-ce qu'il y avait des systèmes de culture innovants qui permettraient de justement mieux gérer la ressource en eau? Alors, dans le cours de l'étude, non. Mais par contre, au cours des recherches de manière plus générale, oui, on voit se développer des différents systèmes de culture plus agroécologiques, des pratiques agroécologiques. Là, on a un projet qui s'appelle quelle pratique agroécologique pour le bassin Adour-Garonne, en l'occurrence, donc avec de la modélisation et tout, et surtout et avec des études dans des suivis de parcelles et des enquêtes en exploitation chez des exploitations qui ont adopté ces pratiques agroécologiques. Et ce qu'on voit, donc on les voit, on les connaît ces pratiques, mais il y en a pas quand même des masses. Nous, on a réussi à trouver 60 exploitations sur le bassin Adour-Garonne. C'est peut-être pas l'exhaustivité, mais on a du mal à trouver ces 60 exploitations pour pouvoir en faire leur suivi. Donc là, c'est des pratiques, donc il y a de l'agroforesterie, mais pas beaucoup. Et c'est surtout ce qu'on avait mis dans le projet, c'était des exploitations qui avaient adopté des successions longues et du non-travail du sol et de l'interculture. Donc soit une de ces pratiques, soit toutes combinées. Alors, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi on a eu du mal à les trouver aussi, c'est qu'on cherchait des exploitations qui étaient bien installées dans ces systèmes-là. Par contre, il y a beaucoup d'exploitations qui sont en conversion vers ces systèmes-là, et donc nous, on voulait pas prendre dans le projet parce que, justement, c'est des gens qui apprennent, qui sont en conversion, et ça pose d'autres problèmes dans les suivis. Encore une question sur le fonctionnement de l'INRA. Est-ce que c'est quand vous voyez qu'il y a un souci quelque part, vous intervenez, vous faites une grande recherche, ou ça fonctionne uniquement par des contrats, genre, une région vous demande de faire des recherches sur ce thème-là, sur la gestion d'un territoire, tout ça. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est très variable en fait. En tout cas, sur ces recherches qui sont vraiment en lien avec les territoires, il y a deux cas de figure.
il y a des situations sur le terrain où les gens sont moteurs et demandent à la recherche ou quelquefois via des instituts techniques ou via d'autres organisations d'intervenir. Et donc, du coup, on monte des projets de recherche, mais il faut bien savoir qu'on est chercheur avant tout, on n'est pas des bureaux d'études. Donc, il faut qu'il y ait une question de recherche derrière, mais souvent il y en a. Et puis, il y a d'autres cas de figure où c'est notre analyse de la situation qui nous dit que il y a vraiment des questions à traiter sur ces territoires et qu'il faudrait le faire. Et là, on est plus, c'est plus de notre initiative. Par exemple, sur le bassin Val de l'Aveyron, clairement, il y avait personne qui est venu nous chercher et c'est nous qui sommes allés. Avec une difficulté dans ces cas-là, c'est que les gens sont pas forcément motivés sur le territoire. Il faut arriver à les motiver pour bien comprendre où sont les enjeux. Et il y a pas une dynamique locale, quoi. Ce qui est compliqué pour la poursuite des recherches. Entre le fait que s'il n'y a pas de relais sur le terrain, en fait, il y a une fois que la question de recherche elle est traitée, nous chercheurs, on n'a pas de raison forcément de rester là. Donc il faut voir comment on arrive à poursuivre le travail, cette dynamique qu'on a instaurée sur le terrain se poursuive sur les terrains et que nous on continue soit sur ces mêmes terrains avec de nouvelles questions de recherche, soit sur d'autres terrains avec d'autres questions de recherche. C'est pas toujours très simple. Savez-vous à quel point les acteurs du territoire utilisent vos recherches ou pas? On fait continuer une dynamique qui a été amorcée. Donc, en l'occurrence, sur ce bassin aval de l'Aveyron, là, je ne sais pas comment a été repris le travail. Sur d'autres travaux que j'ai fait dans le passé, mais que je vous ai pas présenté, mais qui consistaient à utiliser la modélisation aussi, mais pour aider un gestionnaire de l'eau à savoir quand déstocker l'eau des barrages. Donc ça, je sais que pendant un moment, en tout cas, les outils de modélisation qu'on a développés ont été intégrés dans ces outils de gestionnaire. Donc ça, oui. Mais c'est pas tout le temps le cas. Donc c'est une question de recherche et c'est rigolo parce que c'est vraiment quelque chose dont on parlait encore la semaine dernière à un séminaire qu'on a fait entre chercheurs, qui était finalement comment arriver à évaluer l'impact qu'ont nos recherches. Et ça, c'est pas toujours très facile à faire. Autant il y a des méthodes qui sont bien faites quand les chercheurs développent des médicaments, par exemple, parce qu'on sait le nombre de brevets, le nombre de médicaments qui sont vendus. Quand en gestion de l'eau, c'est plus compliqué parce que on travaille sur il y a quelquefois il y a des outils, donc l'exemple que je vous ai dit là sur le gestionnaire qui réutilise nos modèles, mais encore c'est pas si facile que ça parce que c'est intégré à ses propres modèles, parce que c'est des modèles très intégrés. Et pour d'autres choses, l'impact de nos recherches, c'est un peu les changements de mentalité, faire avancer les façons de penser sur les territoires, le fait que, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, les gestionnaires auront pris conscience, par exemple, que la solution du scénario sur la création de retenues et collectivisation de retenues, c'était pas forcément la panacée parce que c'était pas accepté par les associations environnementales, parce que ça favorisait l'agriculture intensive, que
pour que les agriculteurs, enfin la profession agricole comprenne quels étaient les arguments et les blocages des associations environnementales et vice versa. Et tout ça, ça se mesure pas très facilement. Est-ce que la modélisation de l'eau a été faite sur ces systèmes-là? Est-ce que vous avez des sources à nous donner, nous communiquer peut-être, parce que on le présente quand même très souvent aux élèves, ce modèle, ce système alternatif, on va dire, d'agroforesterie. Après, on n'a pas forcément des données justement scientifiques. On a des théories qui sont présentées, mais pas d'études concrètes. Alors peut-être que vous avez des sources à nous communiquer. Alors, j'ai au moins un contact. Donc dans ce projet-là, donc moi je suis pas du tout spécialiste d'agroforesterie, mais par contre donc dans ce projet-là, il y a des spécialistes qui sont à Montpellier, qui sont l'UMR System. Ça s'écrit SYSTEM. Donc c'est une unité INRA. Et donc, il y a des personnes qui travaillent sur l'agroforesterie. Il y a d'ailleurs une parcelle d'agroforesterie dans les environs de Montpellier. Le projet sur lequel ces gens sont intégrés sont sur les aspects hydriques. Donc, il va y avoir des sorties sur les aspects, l'impact de l'agroforesterie sur l'eau. Et après, je sais que ces gens-là utilisent un modèle pour l'agroforesterie, mais je sais pas à quel point il représente les flux d'eau. Et c'est le modèle qui s'appelle HISAFE. C'est écrit HISAFE. Voilà. Et donc les personnes enfin, je peux vous communiquer les coordonnées. Je sais pas s'il faut que je le fasse là maintenant de vive voix, mais les personnes de l'UMR System qui travaillent sur ces questions d'agroforesterie. Vous avez parlé beaucoup des agriculteurs et j'ai un peu la sensation que c'était un peu à cause des agriculteurs, donc il y avait la pénurie d'eau, qu'il y avait un problème de qualité d'eau, etc. Mais qu'en est-il des entreprises privées en fait, ou des entreprises comme pour le coup Vitel qui pompent les sources. Et comment est-ce que vous travaillez aussi avec des entreprises privées comme celle-ci pour modéliser peut-être et avoir une meilleure gestion de l'eau ou pas? Alors moi dans la zone où je suis, il n'y a pas d'entreprise, de grosses entreprises comme ça qui ont un impact fort sur la ressource en eau. Ce qu'on peut dire, c'est que l'effort d'économie d'eau fait par l'industrie a été très conséquent. Donc aujourd'hui, c'est quand même, il y a plus de levier sur l'agriculture que sur l'industrie. Et même l'eau potable, il y a eu beaucoup d'efforts aussi sur les économies d'eau potable. Donc après, le problème enfin, la question de Vitel sur la quantité d'eau prélevée dans la nappe par Vitel, je sais pas. Je peux pas vous dire ce qu'il en est. Et de toute façon, moi, je travaille pas sur ce domaine. À la fois, je travaille pas sur les eaux souterraines et je travaille pas sur votre région. Donc, j'ai un peu du mal à répondre. Est-ce que le résultat de vos recherches est-il rendu public? Ah oui, bien sûr. D'abord, quand on est dans la recherche publique, on publie. On a obligation de publier. Alors, on publie des publications scientifiques en anglais, bon, qui sont loin d'être lues par l'ensemble des acteurs des territoires. Et là, en l'occurrence, par exemple, sur le bassin aval de l'Aveyron, on a fait
un article dans une revue en français qui s'appelle Sciences, eau et territoire et qui est lu par les directions départementales de l'agriculture et des territoires, les DDT, les directions départementales des territoires, et puis qui peut se lire, qui est en français, qui est beaucoup plus vulgarisé. Après, on essaye en général de faire un peu de vulgarisation de nos recherches, mais c'est pas le cas de toutes les recherches. Par contre, il y a toujours obligation de publier. C'est forcément public. Ce que je voudrais, avant de terminer, c'est d'abord remercier Delphine, parce que vous savez sans doute que les chercheurs ont très peu de temps et Delphine est particulièrement surchargée en ce moment, mais elle a quand même pris le temps d'intervenir pour vous. Donc on lui fait un grand merci. Et puis de remercier aussi l'équipe de Montpellier, parce que donc on remercie aussi l'équipe de Montpellier parce que sans Frédéric Voilet et son équipe, on ne pourrait pas faire de tels visio-chats.